Le mythe du cerveau gauche et du cerveau droit repose sur une idée simple, chaque individu utiliserait préférentiellement un hémisphère de son cerveau. Le cerveau gauche serait rationnel, logique, analytique, orienté vers le langage et les mathématiques. Le cerveau droit serait créatif, intuitif, émotionnel, associé à l'art, à l'imagination et à la sensibilité. Selon cette représentation, certaines personnes seraient cerveau gauche, d'autres cerveau droit, et cette dominance expliquerait leurs aptitudes scolaires, professionnelles ou artistiques. Cette idée est aujourd'hui extrêmement répandue, en particulier dans le monde éducatif, dans les formations en entreprise et dans les discours de développement personnel. Dans les salles de classe, elle est souvent mobilisée pour expliquer pourquoi un élève serait à l'aise avec les chiffres mais en difficulté avec l'expression écrite, ou inversement. Dans les tests de personnalité, elle sert à catégoriser les individus en profils supposés complémentaires. Dans le discours médiatique, elle est présentée comme une clé de lecture rapide du fonctionnement mental. Cette opposition binaire donne l'impression de rendre le cerveau compréhensible, presque cartographiable, comme si chaque faculté humaine pouvait être rangée dans un compartiment bien défini. Si ce mythe est si persistant, c'est parce qu'il s'appuie sur une intuition puissante. Le cerveau humain est effectivement divisé en deux hémisphères, séparés par une fissure visible. Il existe aussi des différences fonctionnelles entre ces hémisphères. Certaines fonctions du langage sont davantage latéralisées à gauche chez la majorité des droitiers. Certaines composantes du traitement spatial impliquent davantage l'hémisphère droit. Ces faits réels donnent l'impression qu'une séparation nette des rôles existe, et qu'il serait possible d'en déduire des profils cognitifs globaux. À cela s'ajoute une tendance naturelle de l'esprit humain à simplifier. Face à un organe aussi complexe que le cerveau, l'idée d'une division claire, presque symétrique, est rassurante. Elle transforme une réalité multidimensionnelle en un schéma binaire facile à mémoriser, à transmettre et à exploiter pédagogiquement. Elle permet aussi de donner une explication rapide à des différences individuelles sans avoir à entrer dans des mécanismes biologiques complexes. L'origine de ce mythe est pourtant beaucoup plus précise et beaucoup plus limitée que ce que la culture populaire en a fait. Il trouve sa source dans des travaux scientifiques sérieux menés au cours du XXe siècle sur la latéralisation cérébrale. Des chercheurs ont effectivement montré que certaines fonctions sont davantage traitées par un hémisphère que par l'autre. Ces découvertes ont été rendues possibles notamment par l'étude de patients présentant des lésions cérébrales localisées, ainsi que par l'observation de personnes ayant subi une section du corps calleux, la structure qui relie les deux hémisphères. Ces travaux ont permis d'établir que les deux hémisphères ne sont pas strictement identiques dans leur organisation fonctionnelle. Mais à aucun moment ils n'ont conclu que l'un des hémisphères fonctionnerait de manière autonome, ni qu'un individu utiliserait majoritairement un seul côté de son cerveau pour penser, apprendre ou créer. Cette extrapolation n'est pas issue de la recherche scientifique, mais d'une simplification progressive des résultats, amplifiée par des ouvrages de vulgarisation, des formations non académiques et des discours commerciaux. Un point essentiel est souvent ignoré dans la version populaire du mythe, les deux hémisphères du cerveau sont en communication permanente. Ils sont reliés par des centaines de millions de fibres nerveuses qui permettent un échange constant d'informations. Cette communication n'est pas accessoire, elle est centrale. La plupart des tâches cognitives, même les plus simples, mobilisent simultanément des régions réparties dans les deux hémisphères. Lorsque quelqu'un lit un texte, par exemple, des régions impliquées dans le décodage visuel, le traitement du langage, la mémoire, l'attention et la compréhension du sens sont activées en réseau. Certaines de ces régions sont plus souvent situées à gauche, d'autres à droite, mais aucune ne fonctionne isolément. La performance cognitive dépend précisément de la coordination entre ces régions, et non de la domination d'un hémisphère sur l'autre. Les données issues de l'imagerie cérébrale moderne confirment cette organisation distribuée. Lorsqu'on observe l'activité du cerveau en situation réelle, on ne voit pas un hémisphère s'allumer pendant que l'autre resterait passif. On observe des configurations dynamiques, changeantes, impliquant des réseaux étendus qui traversent les deux côtés du cerveau. Ces réseaux se modulent en fonction de la tâche, du contexte, de l'expérience et de l'apprentissage. La notion même de personne, cerveau gauche, ou cerveau droit, ne correspond à aucune réalité biologique mesurable. Il n'existe pas de test neuroscientifique permettant d'identifier une dominance hémisphérique globale chez un individu. Les variations observées entre les personnes concernent la force de certaines connexions, l'efficacité de certains réseaux ou les stratégies cognitives utilisées, mais pas l'utilisation exclusive ou préférentielle d'un hémisphère entier.
Cette précision est fondamentale, car elle montre que le mythe ne repose pas sur une simple erreur de détail, mais sur une mauvaise compréhension du fonctionnement même du cerveau. Le cerveau ne travaille pas par blocs indépendants assignés à des rôles fixes. Il fonctionne comme un système intégré, adaptatif, où les fonctions émergent de l'interaction entre de nombreuses régions distribuées. À ce stade, il est important de souligner que la science ne nie pas l'existence de spécialisations locales. Elle montre simplement que ces spécialisations ne se traduisent pas par des profils cognitifs globaux opposant deux types de cerveau. La réalité observée est plus nuancée, plus dynamique et surtout beaucoup plus collective à l'intérieur même du cerveau. Cette compréhension erronée du cerveau gauche et du cerveau droit est aujourd'hui clairement contredite par l'ensemble des données neuroscientifiques disponibles. Les modèles actuels décrivent le cerveau comme un ensemble de réseaux distribués, c'est-à-dire des systèmes fonctionnels composés de régions multiples, parfois éloignées anatomiquement, mais coordonnés par des échanges constants. Ces réseaux ne respectent pas les frontières strictes des hémisphères. Ils les traversent, les relient et les mobilisent simultanément. Lorsqu'une personne résout un problème mathématique, par exemple, l'activité cérébrale ne se limite pas à des régions dites « logiques » situées dans un hémisphère unique. Elle implique des zones liées à l'attention, à la mémoire de travail, à la représentation spatiale, au langage interne et au contrôle exécutif. Certaines de ces régions sont plus fréquemment latéralisées à gauche, d'autres à droite, mais c'est leur coopération qui permet la performance. Supprimer ou isoler artificiellement un de ces pôles ferait chuter l'efficacité globale. Il en va de même pour les activités dites créatives. La création artistique, musicale ou littéraire ne correspond pas à une activation exclusive de l'hémisphère droit. Elle mobilise des circuits impliqués dans la planification, la mémoire, l'évaluation, la syntaxe, le contrôle moteur et la perception sensorielle. Là encore, l'activité est distribuée et coordonnée. L'idée selon laquelle la créativité serait logée dans un hémisphère unique est incompatible avec les observations expérimentales. Les études comparant l'activité cérébrale de milliers d'individus montrent également une variabilité considérable d'un sujet à l'autre, sans qu'émerge une séparation nette en deux catégories. Les différences interindividuelles existent, mais elles prennent la forme de variations progressives dans l'organisation et l'efficacité des réseaux, et non d'une opposition binaire entre deux types de cerveau. Aucune signature cérébrale stable ne permet de classer les individus selon une dominance hémisphérique globale. Un autre point souvent négligé concerne le développement et l'apprentissage. Le cerveau se modifie en permanence en fonction de l'expérience. Les connexions neuronales se renforcent, s'affaiblissent ou se réorganisent selon les usages répétés. Cette plasticité implique que les performances cognitives ne sont pas figées dans une architecture initiale déterminée par un hémisphère dominant. Elles évoluent avec l'entraînement, l'environnement, l'éducation et le contexte culturel. Dans ce cadre, affirmer qu'un élève serait fondamentalement cerveau droit ou cerveau gauche revient à figer une représentation qui ne correspond ni à la biologie du cerveau ni à son potentiel de transformation. Cette catégorisation ignore la capacité du système nerveux à développer de nouvelles stratégies, à recruter de nouveaux réseaux et à redistribuer les charges fonctionnelles en fonction des besoins. La persistance du mythe s'explique en grande partie par sa simplicité et par son utilité apparente. Il fournit un langage accessible pour parler de différences individuelles, sans nécessiter de connaissances approfondies en neurosciences. Il est aussi compatible avec des discours valorisant la diversité des profils, ce qui contribue à sa diffusion dans le milieu éducatif. Mais cette compatibilité apparente masque une erreur conceptuelle majeure. En réalité, les neurosciences contemporaines montrent que les fonctions cognitives émergent de l'interaction entre réseaux distribués, et non de modules isolés assignés à un hémisphère unique. Cette vision est étayée par des décennies de recherche utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'électrophysiologie, l'étude des lésions et la modélisation computationnelle. Elle constitue aujourd'hui un cadre théorique largement partagé par la communauté scientifique. Le mythe du cerveau gauche et du cerveau droit persiste aussi parce qu'il est auto-entretenu par des outils pseudo-scientifiques. De nombreux tests de personnalité, questionnaires en ligne et formations professionnelles continuent de proposer des classifications basées sur cette opposition, sans fondement empirique solide. Ces dispositifs donnent une illusion de scientificité tout en réutilisant des concepts obsolètes ou déformés. Enfin, ce mythe est rarement confronté explicitement aux données scientifiques dans l'espace public. Il est souvent présenté comme une métaphore pédagogique, puis progressivement interprété comme une réalité biologique.
Ce glissement, discret mais constant, contribue à sa longévité. Une métaphore devient une explication, puis une explication devient une croyance. Les conséquences concrètes de ce mythe ne sont pas anodines. Dans le contexte scolaire, il peut conduire à enfermer des élèves dans des catégories réductrices, en limitant leurs opportunités d'apprentissage. Un enfant étiqueté comme non logique ou non créatif peut intégrer cette représentation et ajuster ses efforts en conséquence. Cette auto-catégorisation peut influencer la motivation, la confiance en soi et la persévérance face à la difficulté. Dans le monde professionnel, cette opposition peut orienter des choix de carrière, de recrutement ou de formation sur des bases erronées. Elle peut aussi renforcer des stéréotypes sur les compétences attendues, en masquant la complexité réelle des aptitudes humaines. Dans tous les cas, elle détourne l'attention de ce qui est réellement déterminant, la diversité des stratégies cognitives, la plasticité du cerveau et le rôle central de l'apprentissage. En diffusant une vision simplifiée et biologiquement incorrecte du cerveau, ce mythe contribue à une compréhension appauvrie du fonctionnement mental. Il donne l'illusion d'expliquer, alors qu'il empêche de penser la complexité réelle des mécanismes en jeu. Cette vision erronée a également des effets concrets sur les pratiques pédagogiques. Des méthodes d'enseignement ont parfois été conçues pour stimuler le cerveau droit ou activer le cerveau gauche, comme s'il s'agissait de leviers indépendants. Or, aucune donnée expérimentale solide ne montre que cibler un hémisphère améliorerait l'apprentissage. Ces approches reposent sur une représentation inexacte du cerveau et peuvent détourner du cœur du problème, qui concerne la qualité des situations d'apprentissage, la répétition, le feedback et l'engagement cognitif global. Dans certains cas, le mythe peut aussi servir de justification à des difficultés scolaires. Attribuer un échec à une supposée dominance hémisphérique permet d'éviter d'analyser les facteurs réels, comme les méthodes pédagogiques, l'environnement socio-culturel, la charge cognitive ou les troubles spécifiques de l'apprentissage. Cette explication simplifiée peut alors freiner la mise en place de stratégies réellement efficaces et adaptées. Sur le plan individuel, l'adhésion à ce mythe peut influencer la perception que les personnes ont de leurs propres capacités. Se définir comme « cerveau droit » peut amener quelqu'un à se détourner volontairement d'activités perçues comme analytiques ou techniques, non pas par incapacité réelle, mais par conformité à une étiquette intériorisée. Inversement, se définir comme « cerveau gauche » peut conduire à négliger des activités créatives ou expressives, alors même qu'elles reposent sur des compétences accessibles et développables. Cette autolimitation est d'autant plus problématique que les compétences humaines ne sont pas des blocs fixes, mais des ensembles de processus qui se construisent et se renforcent par l'entraînement. En ce sens, le mythe du cerveau gauche et du cerveau droit peut indirectement réduire le champ des possibles, en orientant les choix éducatifs, professionnels ou personnels sur la base d'une croyance infondée. Il existe aussi un impact sur la manière dont le grand public comprend les neurosciences. En diffusant une opposition simpliste, ce mythe entretient l'idée que le cerveau fonctionnerait selon des règles claires, stables et facilement catégorisables. Cette représentation rend plus difficile l'acceptation d'un modèle plus réaliste, fondé sur la complexité, l'interaction et la variabilité. Elle favorise une attente de réponses simples à des questions qui relèvent de systèmes biologiques hautement dynamiques. Enfin, ce mythe contribue à la circulation d'autres idées neuroscientifiques erronées. Une fois qu'une représentation simplifiée est acceptée comme vraie, elle sert de base à de nouvelles extrapolations, souvent tout aussi infondées. Le cerveau gauche et le cerveau droit deviennent alors des arguments d'autorité mobilisés pour justifier des pratiques, des formations ou des discours qui n'ont pas de fondement scientifique. Les conséquences concrètes de cette croyance ne résident donc pas seulement dans une erreur théorique, mais dans ses effets cumulatifs sur l'éducation, l'orientation, la perception de soi et la compréhension du fonctionnement mental. En proposant une explication séduisante mais incorrecte, le mythe du cerveau gauche et du cerveau droit masque la réalité d'un cerveau fondamentalement coopératif, plastique et distribué.